Ok, bonjour à tous. Je profite pour saluer ceux que j'ai pas pu saluer ce matin parce que je suis arrivé un peu en retard. Donc on va vous présenter avec Jacques un travail qu'on a fait ensemble. Jacques a beaucoup travaillé. Euh, donc en gros les questions qu'on s'est posées, elles sont liées à deux choses. Je crois qu'il y en a une première qui a déjà été largement abordée ce matin. C'est l'effet des pressions interstitielles et disons du couplage hydromécanique dans l'interprétation de l'essai pressiométrique. Et la seconde, est liée à la compressibilité éventuelle du fluide interstitiel. Bon, ça un peu dans la suite des recherches qu'on avait pu faire dans le cadre du projet Terre durable il y a quelques années. Donc dans la présentation, on va vous présenter en fait le modèle un peu théorique, analytique qu'a développé Jacques, qu'il a calibré dans un essai à l'autoforeur dans les argiles de Londres, et on en tirera des premiers enseignements. Donc si on fait un peu une analyse de ce qui a pu être fait dans la littérature jusqu'à présent, on voit qu'il y a eu différents types de travaux pour essayer d'exploiter l'essai pressiométrique pour obtenir des paramètres de mécanique des sols. Bon, parce que finalement, c'est quoi le contexte? C'est que tous les bureaux d'études utilisent de plus en plus des codes éléments finis avec des lois de comportement, HSM, HSM small. Donc l'idée, c'est de se dire comment calibrer ces paramètres dans les lois de comportement de manière fiable, sachant que ces lois de comportement, en général, tout est formulé en contrainte effective. Donc, dans les argiles, le pressiomètre est un essai non drainé. Donc, comment on fait? Et ce qu'on a vu en regardant toute cette littérature, c'est que finalement, il n'y avait pas vraiment de réponse jusqu'à présent pour vraiment prendre en compte cet effet du couplage. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé avec Jacques. Alors c'est vrai que le pressiomètre, comme ça au départ, si on prend un module constant, il n'y a pas de variation de volume, donc il n'y a pas de montée de pression interstitielle. Mais bon, on a déjà vu ce matin qu'il y a des courbes d'atténuation, il y a les G sur Gmax. Dès qu'on commence à introduire ça, il y a des pressions interstitielles qui apparaissent. Et donc c'est ça qu'on a essayé d'analyser pour voir comment ça a changé la valeur de G qu'on pouvait déduire de l'essai pressiométrique. C'est-à-dire il y a un G calé sur l'essai non drainé en contrainte totale apparente et un autre qui est celui en contrainte effective. Donc, ça c'est juste un rappel sur la compressibilité du fluide. C'est la présence d'air occlus qu'on rencontre dans certains sols qui sont peu profonds, en particulier les sols où il y a de la matière organique qui a pu se décomposer et créer des gaz. Ça peut être aussi de l'air occlus, en particulier dans les remblais, puisque ça c'est des sols compactés, il y a de l'air emprisonné. Mais je dirais que c'est peut-être un sujet à la fin qui est secondaire. Mais je vais passer la parole à Jacques, qui va donc vous expliquer ce qu'il a fait. Alors, si on analyse ce qui se passe dans le plan horizontal, on considère le prisme élémentaire, un prisme élémentaire limité entre les rayons RI et RI-1. J'ai perdu le spot, je pourrais les passer. Peu importe. Et l'équilibre de ce prisme élémentaire se traduit par la relation numéro 1. Alors, celle-là est en contrainte effective.
on peut l'écrire en contrainte totale. Du coup, le d sigma prime devient un d sigma et le dw disparaît, duw disparaît. Et l'intégration de la contrainte de la formule numéro 1 en contrainte totale permet d'écrire la relation numéro 2 qui donne l'expression de l'évolution de la contrainte totale le long du rayon. Et on verra après qu'il y a proportionnalité entre les contraintes effectives et les contraintes totales en termes de contraintes radiales, ce qui permet d'écrire la formule numéro 3 et ensuite par application de la symétrie, puisqu'on verra que la contrainte circonférentielle est symétrique de la contrainte radiale par rapport à P'0, on obtient la contrainte circonférentielle numéro 4. Alors, dans notre modèle, on va utiliser deux comportements élastiques différents. D'abord, au chargement vierge, on va supposer un comportement hyperbolique selon la relation de Duncan et Cheng, c'est la relation numéro 5. Et pour les cycles déchargement-rechargement, on va utiliser ce qu'a montré Alexandre, donc un modèle équivalent, c'est le modèle de Santos-Correa, qui donne aussi la courbe en S, bien connue maintenant, que vous connaissez tous, vous l'avez vu ce matin, avec des grands modules en petite déformation et des petits modules en grande déformation, sachant qu'ici, on est en module cisaillement drainé, on est en G', attention, c'est un point important quand même de l'exposer. Alors, si on considère maintenant le comportement élastique, avec cette hypothèse d'élasticité non linéaire, on s'aperçoit que avec cette hypothèse d'élasticité non linéaire, le déplacement après chargement, ici au niveau du forage, le déplacement ici au rayon, ce qui était RI, il va être plus important que ce que donne l'élasticité. Si on était en élasticité linéaire, il y aurait un déplacement qui serait homogène entre RI-1 et RI, et donc aucune augmentation de la pression interstitielle. Maintenant, attention, on est en élasticité non linéaire, donc le module de cisaillement a diminué au niveau RI, et les déplacements sont plus importants que ce qu'on a dans l'élasticité linéaire. Ce qui fait que la surface de l'élément de volume initial ici, quand il est après chargement, il a diminué, puisque la déformation à RI est plus importante que ce que donne le modèle élastique. Diminution de section du module élémentaire, ça veut dire augmentation de pression interstitielle. Et donc là, on voit apparaître un terme important, théoriquement, c'est que la pression interstitielle va augmenter en fonction de la contrainte totale, c'est la formule numéro 5, à travers un coefficient B, qu'on va voir ici, et on vérifie expérimentalement qu'on a bien ça. Vous voyez que la pression interstitielle en fonction de la pression totale appliquée au forage, c'est un comportement linéaire dont la pente est constante, et on a posé que c'était le coefficient B. À noter que ceci permet aussi d'avoir la relation de proportionnalité entre les contraintes effectives et les contraintes totales à travers la relation numéro 6. Bien. Donc maintenant, si on passe au comportement plastique, alors là, on est parti sur un comportement plastique de type Moore-Coulomb. Donc on a l'expression de Moore-Coulomb au numéro 7, là. Et dans Moore-Coulomb, bien sûr, on a un écoulement plastique non standard. Et la dilatance, donc ici, c'est psi. Donc dans le cas de l'argile, ça va être une contractance. Elle va se traduire par cette relation-là qui va produire une augmentation de volume liée à une augmentation de pression interstitielle, excusez-moi, liée à la diminution de volume des epsilon θ. Enfin, des epsilon θ va être proportionnel à la variation de volume. Alors, ceci permet d'avoir ensuite, donc on a cette première relation DUW en fonction d'epsilon θ qu'on retrouve expérimentalement ici, UW en fonction d'epsilon θ. On voit que c'est linéaire expérimentalement, et la théorie le retrouve. Et maintenant, ceci se traduit par l'expression d'un coefficient constant entre l'augmentation de volume, l'augmentation de pression interstitielle, excusez-moi, plastique, et la contrainte totale, à travers un coefficient B aussi, mais en plasticité.
Et là encore, on a une relation linéaire qu'on retrouve expérimentalement ici. C'est la relation numéro 9. Bien, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc la théorie nous permet d'avoir l'expression de la contrainte effective radiale au niveau du seuil plastique. C'est la formule numéro 10. Elle nous permet d'avoir la pression interstitielle au niveau de ce seuil plastique, relation numéro 11. Elle permet également d'avoir la relation entre le logarithme de la pression effective au niveau du forage et le logarithme de la déformation au niveau du forage, c'est la relation numéro 12. Cette linéarité peut être retrouvée, pardon, excusez-moi, c'est celle qu'on voyait sur la courbe. On voit entre le log de epsilon θ et le log de P', on a une relation linéaire. L'expérience, c'est le bleu, et la théorie, c'est les pointillés orange. Alors, ça c'est bien beau, mais est-ce que ça marche quand on compare à une expérience? Donc l'expérience qu'on a utilisée, c'est un essai réalisé dans l'argile de Londres avec un pressiomètre autoforeur de diamètre 88 mm. Les mesures sont faites toutes les 5 secondes avec 6 doigts palpeurs. L'essai est réalisé à 20,60 m de profondeur avec une nappe phréatique à 3 mètres. Et la pression interstitielle est mesurée par 2 capteurs de pression diamétralement opposés. Donc l'argile de Londres, c'est un essai fourni par Cambridge Institute et Robert Wissel, que je remercie au passage. Alors, cet essai, il va nous permettre de, quand on regarde les résultats de l'essai, on a l'évolution de la pression artificielle ici en fonction de P. Et alors, voilà, on voit ici à la première rupture de pente, l'état P0. Donc on va pouvoir mesurer ici P0 et UW0, donc l'état au repos. Ensuite, quand on a, ça c'est le comportement élastique, et ensuite la deuxième linéarité, ça va être un comportement plastique, je ne sais pas si j'ai tracé les courbes. Voilà P0, UW P0, et là c'est la pression de fluage. Donc sur cette courbe-là, on peut mesurer l'état au repos et l'état de fluage. Ensuite, donc on va valider cette théorie sur cette expérience-là, sur ces mesures. Donc voilà les paramètres utilisés. Voilà les résultats qu'on obtient. Donc c'est en relation entre la pression en fonction de la déformation au niveau du forage. Donc en violet, la courbe expérimentale, pression-déformation. En rouge, la théorie. En vert, la pression interstitielle mesurée au niveau du forage. Et en bleu, la théorie. Alors ça marche bien au chargement monotone. Bon, par contre, il y en a des écarts. Donc c'est pas parfait, c'est de la recherche. Hein. Donc on a une différence au niveau des cycles. Le cycle théorique est un peu plus raide que le cycle expérimental, ce qui peut correspondre à un coefficient B qui est légèrement plus faible sur les cycles, c'est ce qu'on a mesuré, alors que là dans la théorie on a pris un coefficient B constant pour tout l'essai. Bien, qu'est-ce qu'on a aussi? L'analyse permet d'avoir l'évolution de la pression interstitielle en fonction de la pression totale. Qu'est-ce qu'on a? L'évolution des contraintes totales en fonction sur le rayon, l'évolution des déformations, l'évolution du module de cisaillement. On voit que le module de cisaillement est plus faible au niveau du forage. Voilà. Alors là, on va passer sur une deuxième partie, c'est l'application de la théorie en termes de mesure du module de cisaillement séquent. Donc cet essai-là qu'on a eu, on va l'analyser dans la partie élastique, soit au chargement monotone, et donc là on va voir le module de cisaillement séquent au chargement monotone, on est à 14 000 kPa à peu près. Au chargement cyclique, on est à 25 000 au double, toujours en contrainte totale. Et si maintenant on fait la même analyse, mais en tenant compte de la pression interstitielle, on s'aperçoit que le module de cisaillement séquent au chargement monotone tombe à 700, donc 20 fois plus faible qu'au chargement en contrainte totale. D'où l'importance de mesurer la pression interstitielle. Et au niveau du chargement cyclique, le module de cisaillement cyclique effectif est à 3000 au lieu de 25 000, soit 8 fois plus faible, 7 à 8 fois plus faible qu'au chargement en contrainte totale. Qu'est-ce que j'ai? Après une conclusion, donc l'interprétation de l'essai par Gagatek et Gis a permis de trouver les contraintes effectives de l'essai pressiométrique dans l'argile. On peut trouver les modules de cisaillement effectifs du sol dans les argiles. On peut trouver le couple cohésion-frottement
par la mesure de la cohésion effective au niveau du seuil. Alors les améliorations, c'est détermination théorique du coefficient B, qui pour le moment est un comportement expérimental, et puis les prises en compte des phénomènes liés au temps, comme la consolidation, le fluage, etc. Voilà, merci de votre attention. Ouais.